Alors, tu m'as déjà beaucoup dit que quand vous partez en mission, vous partez toujours avec peu de monde. Parce que ça coûte cher de partir, c'est vous qui payez tous les frais, etc. Ça prend du temps et tout. Et vous partez souvent qu'avec l'essentiel, en fait. Donc je me demandais, vous avez fait quelques missions avec un dentiste. Déjà, pourquoi amener un dentiste en brousse? Alors pourquoi amener un dentiste en brousse? La question est légitime et pertinente parce que c'est pas évident effectivement. Au début, nous, dès qu'on a orienté les missions en brousse, on partait avec le minimum, c'est-à-dire un chirurgien, un anesthésiste, une penseuse, pour réduire les frais parce qu'on se déplaçait dans des dispensaires et des cases de santé. Donc pour se mettre en immersion, notamment dans les villages, etc., on partait en équipe très réduite. Mais très vite, on s'est aperçu qu'il y avait localement une forte demande. Et comme, selon notre expérience, la première finalité d'une mission ou de l'aide humanitaire, c'est d'apporter aux gens ce qu'ils veulent. Donc bien que ce ne soit pas notre spécialité de chirurgie réparatrice, il existait au village une forte demande en dentisterie et en soins dentaires parce que les endroits où on allait, il n'y avait pas de dentiste sur un rayon de moins 400 km². Ah ouais. Donc c'était une grosse demande qu'il y avait sur place, on avait chaque fois des demandes, donc on a décidé, ça a commencé quand on était en mission sur le nord du Bénin, sur le fleuve Niger, on a pris la décision de venir avec un dentiste pour essayer, voir ce qu'on pouvait faire au village pour offrir tous ces soins en complément de nos missions de chirurgie réparatrice. Est-ce qu'un dentiste peut travailler seul en dispensaire? Ou est-ce qu'il a besoin Alors, d'un assistant? la première mission, les premières missions ont été une mission d'exploration, c'est-à-dire que on est venu avec notre dentiste, qui est notre ami, qui est le docteur Christophe Carré, qui au début est venu par le désir d'apporter des soins. Et au début, il est venu seul. La première mission, il est venu seul. Alors, il était très très bien organisé parce que son assistante avait organisé plein de petits kits stériles de Ah ouais, chirurgie ok. pour les émissions, etc. Il était arrivé avec une valise comme la nôtre, une valise spéciale dans laquelle il avait tout son matériel pour toutes ses chirurgies dentaires. Donc les premières missions, il les a fait seul, mais très vite on s'est aperçu qu'il avait besoin quand même d'une aide. Parce que quand tu fais des extractions dentaires ou des soins dentaires, tu as besoin de quelqu'un qui tient l'aspiration. Alors parfois le patient peut tenir l'aspiration, Ah etc. ouais, le patient lui-même, Le patient carrément. peut tenir, mais tu sais, quand tu vas chez le dentiste, parfois de temps en temps aussi, tu peux, toi, te tenir Ah oui, oui, l'aspiration dans la oui. bouche, etc. Donc parfois c'est le patient, mais bon, très Oui. vite, les patients ne faisaient pas l'aspiration au bon niveau, etc. Ils ne connaissaient pas du tout la manœuvre. Et en plus, suivant les patients, c'était pas toujours faisable. Donc très vite, soit on l'aidait, au début on l'aidait, on s'aidait mutuellement. Donc il a fallu nécessairement très rapidement qu'il vienne avec quelqu'un qui l'aide, ou un infirmier local, donc où on utilisait l'infirmier du dispensaire, ou il venait avec une assistante. Oui, je te demandais ça dans le sens où toi, quand tu pars, tu as toujours besoin d'Unibod et d'un anesthésiste. Donc Oui, est-ce que lui, bah parce voilà. que, non, mais parce que Mais ouais, le travail là est spécifique. Nous, on ouais, a vraiment le minimum qui est la présence d'une IBOD, c'est-à-dire une infirmière de bloc opératoire. D'une part, pour qu'elle puisse organiser le bloc opératoire, le matériel, fournir les instruments de chirurgie, s'occuper de la stérilité, etc. Donc ça, c'est un métier vraiment à part entière ouais, qui est indispensable parce que moi tout seul quand je suis habillé stérilement je peux pas me servir je peux bien pas me sûr. servir tout seul, donc j'ai besoin de quelqu'un qui me serve et quelqu'un qui soit au fait de la stérilité et de l'organisation. Donc c'est vrai que le minimum pour nous c'est un chirurgien, un anesthésiste et une ibode. Un dentiste lui va travailler tout seul, mais il a besoin quand même d'aide pour l'aspiration, pour quelques manœuvres, etc. Donc il peut se faire aider par un dispensaire ou un infirmier local, mais c'est plus confortable d'avoir une assistante. Mais effectivement il peut venir tout seul en mission. Alors quels sont les principaux problèmes dentaires, de santé bucco-dentaire que vous avez rencontrés parmi les populations locales de Brousse? Alors, les principaux problèmes dentaires, c'est avant tout l'absence totale de prévention, d'hygiène, etc. Donc, ce sont vraiment des soins de base. Et moi, ce que j'ai appris avec Christophe au cours de ces missions, c'est que on ne pouvait pas, dans ce genre de mission en dispensaire, faire des choses trop compliquées. Son intervention se résumait finalement à une prévention, une explication de tous les soins dentaires de prévention qu'il fallait faire. Et au niveau technique, c'était surtout des extractions dentaires. C'est-à-dire qu'il se contentait d'enlever les dents qui étaient carriées, pourries, etc. Donc beaucoup d'extractions dentaires, peu de soins canalaires, pas du tout d'ailleurs, parce que pour faire des soins canalaires, il faut vraiment une ambiance stérile, il faut plusieurs traitements, etc. Il faut plusieurs temps opératoires, donc trop Mhm. sophistiqué pour le travail en brousse. Donc c'était surtout un travail d'extraction dentaire.
Combien de missions à peu près avez-vous fait avec ce dentiste et où est-ce que vous étiez allé? Très vite, on a eu ce besoin, notamment dans la chirurgie de brousse, d'un dentiste, et on a fait ça pendant une dizaine d'années, beaucoup notamment au Bénin, sur le fleuve Niger, Nigeria, Niger, surtout le nord du Bénin, et la Casamance. Et la Casamance, on a fait aussi un gros programme pendant 5 ans dans le sud du Sénégal, où c'est vraiment du travail en zone rurale, en case de santé. Donc on a fait ça pendant une dizaine d'années. Christophe nous a accompagnés pour faire que des soins dentaires. Et tu parlais au début, Christophe, qu'il est venu avec ses propres kits, donc des petites pochettes avec des kits faits Oui, par parce opération en fait. non, parce que comme tout travail technique, scientifique, il y a besoin de matériel. Donc nous, on part avec du matériel, des boîtes de chirurgie pour faire des opérations. L'anesthésiste va partir avec toutes ses drogues, ses produits pour faire de l'anesthésie. Et lui, le dentiste, il va partir avec ses kits. Quand je dis kits, c'est-à-dire qu'il avait préparé à l'avance par son assistante, il avait préparé à l'avance des petits sachets, parce que sur place, on ne peut pas toujours faire de stérilisation. Donc comme souvent on arrivait, par exemple, quand on a commencé avec Christophe, on arrivait par Niamey, par le Niger, et ensuite on descendait directement donc, par le fleuve Niger en pirogue. On faisait des soins dentaires sur tout le fleuve dans les villages, donc il n'y avait pas de stérilisation. Donc il partait avec tous ces petits kits, c'est-à-dire ces petits sachets stériles pour pouvoir faire des interventions. Et ensuite, avec le temps, il a fallu après renouveler les sachets, donc faire de la stérilisation. C'est pour ça que très vite on voyageait avec notre propre stérilisateur pour pouvoir faire la stérilisation au fur et à mesure des missions. Vous avez un stérilisateur? Oui, on avait acheté sur Internet. J'avais acheté sur Internet, trouvé sur Internet un stérilisateur à l'ancienne. Hein. Ça s'appelle un poupinel, c'est-à-dire que c'est de la chaleur sèche, c'est-à-dire que c'est le four, si tu veux, que tu mets à 180 degrés pendant 2 heures. Et c'était comme ça avant qu'on faisait. Avant, toute la stérilisation se faisait par chaleur sèche. Alors aujourd'hui, c'est plus les normes internationales et non pas, et surtout en France, tu ne trouves plus de ce type de stérilisateur parce que c'est pas aux normes européennes. Mais on a très vite appris de se passer des normes parce que dans ces conditions-là, on s'adapte et on peut pas voyager avec un vrai stérilisateur à chaleur humide qui pèse 40 kg et qui nécessiterait une grosse infrastructure. Donc nous, vraiment, au village, on voyage avec un stérilisateur qui fait un volume de 17 litres. Et c'est vraiment, ça va dans une pédicaise. Donc on a une malle spécialement pour notre stérilisateur qu'on arrive à brancher soit au groupe électrogène, soit à une prise électrique dans un dispensaire. Et on arrive à l'ancienne, avec la chaleur sèche, dans des boîtes spéciales, à stériliser le matériel. Mais c'est énorme. Mais non, c'est normal, c'est classique. Avant dans les blocs opératoires, tu n'avais que de la chaleur sèche. Tu as beaucoup de petits stérilisateurs comme ça que tu trouvais dans les cabinets médicaux, chirurgicaux ou des dentistes, etc. C'était une stérilisation par la chaleur sèche. Donc maintenant, effectivement, c'est plus aux normes en Europe, mais nous, on l'utilise encore, on voyage encore avec. Et dès qu'on va dans un dispensaire qui n'a pas de stérilisateur local, on utilise notre stérilisateur pour être vraiment autonome. Ouais, donc vous l'emmenez à chaque fois en mission. À chaque mission, en brousse, oui, bien sûr, parce qu'il n'y a rien. Comment tu veux stériliser? On a des protocoles bien précis, qui sont des protocoles internationaux, c'est-à-dire que le matériel chirurgical, il est nettoyé avec une brosse et de la javel, si tu veux, avec des désinfectants, tous les instruments, c'est nettoyé un par un. On les met dans des produits de décontamination, donc ça, on peut le mettre dans un bac, on voyage avec des petits sachets, et on met ce produit pour faire de la décontamination, si tu veux, on laisse mariner les instruments. Ensuite, les instruments sont lavés, et on les met dans des boîtes spéciales pour aller dans le stérilisateur. On met 180 degrés pendant 2 heures, et puis voilà. Donc on a... Ok. Et du coup, est-ce qu'au bout d'un moment, tous les jours, on refait notre stérilisation, bien sûr. Ouais. On a plusieurs petites boîtes qu'on met, et la penseuse, quand une intervention est finie, elle refait le processus, etc. Mais moi, je me souviens, les premières missions, quand j'étais sur le fleuve Niger, à Belotunga, sur le nord du Niger, c'est moi-même qui faisais ma stérilisation. Donc je nettoyais après chaque intervention mes instruments, on les faisait baigner, etc. Et ensuite, on faisait notre sté. Donc c'est vraiment un travail de routine qu'on avait. C'est pour ça qu'après, très vite, on est parti avec une penseuse pour pouvoir se relayer. Chacun son job. Elle s'occupait de la stérilisation, nous on s'occupait de la chirurgie, et puis voilà. Et plus efficace. Bien sûr. Ouais. Et alors la stérilisation est moins rigoureuse pour la dentisterie, parce que c'est de la chirurgie dentaire, donc, mais il faisait une stérilisation équivalente à la nôtre, et tous les instruments qu'il utilisait étaient restérilisés comme nous. Voilà. Et tu parlais d'une mission où vous êtes allé le long du fleuve Niger. Oui. Et vous passiez de village en village, c'est ça? C'est-à-dire que il y a beaucoup d'endroits en Afrique, si tu veux, le seul moyen de transport et le seul moyen de communication, c'est le fleuve. Donc la route est impossible. Deuxièmement, par la piste, c'est très compliqué, c'est très loin. Et la meilleure façon d'accéder à certains endroits dans des pays en voie de développement, que ce soit en Afrique, à Madagascar, en Asie, etc., c'est le fleuve. Donc par le fleuve, tu navigues vite, et puis au bord du fleuve, il y a plein de villages. Donc nous, pour être encore plus efficaces dans nos missions, plutôt que d'aller en voiture du Niger
Niger jusqu'au nord du Bénin, donc perdre du temps sur la route, etc. On faisait le trajet en pirogue, c'est-à-dire que de Niamey, on allait en taxico jusqu'au fleuve Niger, et ensuite on descendait tout le fleuve Niger, et tout le long du fleuve, eh bien, tous les jours, on allait dans un ou deux villages qui étaient vraiment sur le fleuve, et comme ça, il y avait un accès direct au village. On arrivait avec la pirogue, on déposait notre matériel, on faisait des consultations, on opérait tout de suite, lui faisait tous ses soins dentaires, et puis le lendemain, on repartait, on faisait un autre village, etc. Ce qui veut dire que pour aller jusqu'à notre camp de base qui était Belotunga, eh bien, pendant ces 2-3 jours, on arrivait à soigner tous les villages qui étaient sur le fleuve. Et de toute façon, c'était positif parce que ces villages-là, il n'y avait pas d'autre accès que d'y aller que par le. Ouais, c'était littéralement pas possible. Ah ben non, parce que ce sont des villages qui. Leur seul moyen de communication, c'est le fleuve. Ah ouais, ok. C'est leur autoroute, si tu veux. C'est leur périphérique. Waouh, ok. Et par ce moyen d'accès, vous alliez. Mais comment ça se passait là par rapport aux populations localement et tout? Si c'est tellement difficile d'accès, comment vous... Enfin, je veux dire, il y avait... Généralement, on travaillait dans le nord du Bénin où on travaillait. Si tu veux, ce sont des ethnies un peu, c'était les Haoussa notamment. Ce sont des ethnies, tu avais les Dindi aussi, qui connaissaient un peu la région. Donc si tu veux, quel que soit le côté du fleuve, que tu sois du côté du Niger ou du côté du Bénin, ce sont les mêmes ethnies, les gens se connaissent, il n'y a pas les protocoles de douane, etc. Les gens vivent depuis la nuit des temps ensemble, ils se connaissent, donc ils savaient qu'il y avait une mission qui venait. Les piroguiers qui nous amenaient, avec qui on travaillait au village de Belotunga, connaissaient les autres piroguiers, connaissaient les autres villages, etc. Tout le monde se connaît en fait. Nous, on croit que tout le monde nous connaît et tout le monde est averti de notre présence. Et comme nous, on arrive, je crois que le village sur lequel on partait, il s'appelait Bouba, je crois. À partir de ce village-là, on descendait le fleuve. Tous les villages savaient qu'il y avait l'équipe de Patrick qui arrivait. Ok, ouais. Et donc, ils étaient informés. Nous, si on arrivait, s'il n'y avait pas de consultation, ou pas de patient, pas de malade, on restait pas longtemps, on repartait. S'il y avait beaucoup de patients, on restait. Ok. On s'adaptait un petit peu à la demande, quoi. Ah oui, ça vous permettait d'être Être efficace tout de suite. et de vous adapter. Oui, parce que de toute façon, on s'arrêtait sur le fleuve Niger pour dormir, par exemple. Eh bien, en arrivant vers 16h, 17h, on attend de consulter, il fait nuit, on attend de faire des opérations. Le lendemain, s'il y a beaucoup d'opérations dès le matin, donc on peut dormir sur place, on rencontre le village, on rencontre les gens, etc. Dès le matin, à 6h du matin, on peut commencer à opérer et travailler. Et puis, dès que tout est fini, à 16h, on peut repartir, etc. Et puis, quand on revient à la mission suivante, on revoit les patients, etc. Ok, d'accord. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a chez une anecdote, c'est toujours très drôle, parce qu'au début, quand on descendait sur le fleuve Niger en pirogue, tous les enfants, la première mission, nous faisaient coucou sur le fleuve, ils voyaient des blancs, etc. Donc tout le monde faisait coucou. Et la deuxième mission, il n'y avait plus un enfant qui nous faisait coucou. Ah bon? Parce que quand ils voyaient les blancs arriver, ça voulait dire opération, arracher les dents, ça veut dire... on disait, tiens, ils nous disent plus bonjour, etc. Ouais, ils avaient un peu peur, quoi. Dès qu'ils revoyaient les blancs arriver, ils disaient, oh là là, ils vont m'arracher une dent. Ouais, donc là, oui, les enfants, forcément. Ils fuyaient, eux, ils riaient plus, ils ne faisaient plus coucou. C'était drôle. Et toi, en tant que chirurgien plasticien, est-ce que tu collabores avec le dentiste sur des opérations sur place? Bien sûr. Alors, d'une part, la présence d'un chirurgien, un dentiste, pour nous, est impérative parce que dans vraiment nos actions en brousse et en zone rurale, en mission nomade, la présence du chirurgien dentiste est indispensable parce qu'il a un travail énorme. Et d'ailleurs, même pour l'anecdote, il y a des missions où parfois il faisait plus de cas opératoires que nous. Ah ouais? Ah oui, parce qu'il y a des cas, il y a des missions où il y a des villages où il n'y avait pas trop de chirurgie réparatrice, eh bien l'anesthésiste bossait comme un dingue. Donc parce que lui du coup, il a tous les villages environnants à soigner. Ouais. Donc en général, il est parfois même plus efficace parce qu'il n'y a vraiment aucun dentiste en zone rurale. Donc d'une part, il est super efficace seul. Et moi, sur le plan des interventions, il y a beaucoup d'interventions de la face où j'ai besoin d'aide de chirurgie dentaire. Donc on travaille en collaboration, j'ai besoin de son aide parce que d'abord, il a les instruments. Et deuxièmement, pour tout ce qui est extraction dentaire, traitement de l'os, etc., parfois on travaille en collaboration, bien sûr. Est-ce que tu as un exemple concret d'un cas où votre travail en duo a été crucial pour traiter un patient? J'ai plusieurs cas. Toute la chirurgie buccale et oropharyngée nécessite parfois l'aide d'un chirurgien dentiste, par exemple toutes les pathologies comme le noma, même les fentes labiales, etc. On a beaucoup, mais si tu veux, j'ai un cas bien précis où sur le fleuve Niger, on a opéré un enfant, une petite fille qu'on a rencontrée qui avait vraiment une fistule sous l'œil avec du pus qui sortait, etc. Elle avait vraiment une infection d'une partie de la face. Et en fait, à l'examen clinique, le point de départ était dentaire. C'est-à-dire qu'au niveau d'une dent supérieure, d'une molaire, elle avait eu une carie, donc une infection. Cette infection s'était propagée à l'os, et l'os
était infecté, ça s'appelle une ostéite, et le pus coulait par la peau, si tu veux, sous l'œil. Donc, dans un premier temps, il a fallu vraiment un travail de dentisterie, c'est-à-dire qu'avec tous ces instruments, il a fallu faire une extraction dentaire, enlever même une partie du maxillaire pour traiter l'ostéite et l'infection, parce que le premier temps du traitement, c'est de traiter la cause, c'est-à-dire l'infection, et c'était une ostéite, donc une infection osseuse, donc il a fallu quasiment enlever un morceau d'os du maxillaire, et c'est une fois qu'on a fait tout ce travail, que le dentiste a fait tout ce travail d'extraction dentaire, que j'ai pu après aborder sous l'œil, la fistule, nettoyer, laver, etc., pour pouvoir traiter l'infection. Donc vraiment, oui, il y a des... Wow. Ça, c'était un cas bien précis où j'étais content qu'il y ait un dentiste, mais dans beaucoup de pathologies, tous les nomates, ou même les fentes labiales. Les fentes labiales, souvent, il y a des dents qui sont intermédiaires, qui sont déformées, pourries, donc il faut les enlever. Et donc là, c'est bien qu'il y ait un dentiste qui puisse faire ce travail. Et dans le cas de cette petite fille, par exemple, qu'est-ce qui se serait passé si vous n'étiez pas intervenu sur cette fistule? Si on n'était pas intervenu, c'est-à-dire si on n'avait pas supprimé la cause de l'infection aurait duré. Alors déjà, l'infection était très avancée puisque l'abcès, le pus, si tu veux, avait été jusqu'à la peau pour sortir. Ouais. Mais le problème, c'est que comme le trajet de la fistule était sous l'œil, elle risquait de se faire une infection de l'œil, de se faire une cellulite, c'est-à-dire une infection périorbitaire de tout l'orbite. Et donc, s'il n'avait pas été traité, s'il n'y avait pas eu d'antibiotiques ou de traitement, elle risquait de peut-être perdre l'œil. Donc, voir la vie, parce que quand tu as une infection, une cellulite faciale, ça peut être très dangereux. Pour le peu que ce soit un enfant qui soit un peu immunodéprimé ou avec une mauvaise nutrition, des choses comme ça, donc avec de mauvaises défenses immunitaires, ça peut faire une infection faciale, voire la mort. Hein. Ah ouais. Bien sûr, bien sûr. Donc là, là, on était très contents de... C'est un peu par hasard, on était sur le fleuve et puis on nous a présenté cette petite patiente et on était contents. Et là, l'action du chirurgien dentiste a été primordiale pour traiter la cause, c'est-à-dire l'infection dentaire. Ouais. Et est-ce que si, par exemple, il n'y avait pas eu de dentiste avec toi lors de cette mission, tu aurais pu intervenir quand même? Je l'aurais fait, mais peut-être moins facilement. Et puis, tu peux toujours faire, parce que quand tu respectes les bases d'anatomie, des choses comme ça, enlever une dent, je sais enlever une dent. Mais si tu veux, l'avantage du dentiste, c'est-à-dire que lui, il a déjà les instruments, il a la procédure, il sait comment on le fait, avec des techniques bien précises, pour couper le ligament dentaire, etc. etc. Bon, après, en tant que chirurgien, si j'utilise les raisonnements de base anatomiques, etc., je peux me débrouiller. Mais c'est mieux de le faire avec quelqu'un qui le fait tous les jours, et d'avoir les instruments adaptés. Donc, tout est faisable en chirurgie, mais c'est mieux... c'est comme quand je fais de la chirurgie faciale en Afrique, je suis content parfois sur des gros nomas, des grosses infections de la face, je suis content d'être avec un maxillofacial, un chirurgien maxillofacial, parce que lui connaît mieux cette région, il va avoir les instruments et il va avoir toutes les techniques, il va être beaucoup plus habitué, donc ça va aller plus vite, ça va être plus facile, on s'aide, on a des spécialités complémentaires, et donc c'est toujours bien d'abord de travailler en équipe, et puis surtout d'être complémentaire sur les interventions. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu as appris quelque chose d'unique en travaillant aussi étroitement avec un dentiste dans ce contexte? J'ai appris que sur le plan dentisterie, c'était très spécifique, il y avait une anatomie particulière et qu'il fallait avoir des instruments particuliers. Et bien sûr, j'ai appris beaucoup sur la dentisterie et l'extraction dentaire, sur la façon de faire des anesthésies locales, la localisation des nerfs au niveau des maxillaires, la section des ligaments avec un desmotome, l'extraction avec des pinces spéciales, comment on arrache une dent, on ne l'arrache pas en tirant dessus, il y a des mouvements particuliers à faire, suivant s'il y a une, deux ou trois racines, donc tu ne fais pas les mêmes mouvements. Donc tout ce travail que font les chirurgiens dentistes, moi j'ai reçu l'enseignement de la part de Christophe. Je ne suis pas dentiste, donc je ne savais pas. Donc j'ai beaucoup appris, bien sûr. Alors à quel point les ressources sur place étaient-elles limitées en termes de soins bucco-dentaires et comment est-ce que vous avez compensé ce manque? Les ressources ne sont pas limitées, elles sont inexistantes. Parce qu'il faut imaginer qu'à 20-30 km d'une capitale ou d'un gros village, il n'y a pas un dentiste. Donc c'est inexistant. Et le paradoxe, c'est qu'avant, les Africains ont toujours eu de très très belles dents. Quand tu vas en Afrique, ils sont là tout le temps à se brosser les dents avec des espèces de bâtons et tout. Ils ont des dents magnifiques. Mais l'évolution et la mondialisation ont fait qu'ils ont découvert le sucre. Les boissons sucrées, donc ils font des caries comme malheureusement toutes les populations qui boivent beaucoup de sucre, et ils font des caries. Et donc ils n'ont pas du tout de prévention, ils n'ont pas de fluor, quand ils sont petits, ils ne voient pas le dentiste, ils n'ont pas de protection des sillons avec des traitements spéciaux, et ils n'ont aucune hygiène bucco-dentaire, bien sûr. Donc au quotidien, ils se brossent les dents avec des espèces de petits bâtonnets qu'on achète au marché. Et si jamais ils ont des régions où il n'y a pas du tout de sucre, ils ont des très belles dents parce qu'ils n'ont pas de caries. Mais dès qu'ils se rapprochent un petit peu des populations ou qui boivent du sucre,
ils font des caries. Tous les enfants ont des caries, ils perdent les dents, etc. Ouais. Mm. Donc l'hygiène est inexistante, les soins primaires sont inexistants, la prévention est inexistante. Ils arrivent toujours au stade de l'extraction dentaire. Il n'y a pas de soins dentaires, il n'y a pas de soins canalaires. Ouais, Tu ne vas ouais. pas chez le dentiste parce que ça coûte très cher. D'abord, il n'y a pas de dentiste. Deuxièmement, ils sont très éloignés. Et troisièmement, pour eux, c'est très cher. Donc, ils Donc, ils le attendent font qu'il pas, y ait en la fait, carie, ouais. ils attendent le stade de la pulpite, ils attendent le stade où soit la dent tombe, soit on l'arrache. Il y a beaucoup, c'est un domaine qu'il faudrait beaucoup développer par des campagnes nomades en zone rurale. Bah, est-ce que selon toi, il y a des solutions durables pour améliorer les soins dentaires dans des régions comme celle-ci? Ah bah, bien sûr, ça serait la prévention. La prévention, d'abord, ça commence par l'éducation. C'est-à-dire qu'il faudrait éduquer au brossage de dents régulier, etc. La non-utilisation de boissons sucrées et tout. Et il faudrait qu'ils aient un dépistage avec des campagnes nomades d'un dentiste qui... Parce que tu as des structures mobiles très légères pour la dentisterie. Ouais, Donc tu peux voyager avec des petits modules où il y a un petit aspirateur, un petit lavage, etc. Avec une lampe et tout. Donc tu as des modules même qui existent. C'est comme des grosses malles où si tu veux, tu as tout sur place. Tu as l'hydratation, l'aspiration, la lumière, etc. Et donc tu peux développer ce type de chirurgie mobile qui irait de village en village pour faire de la prévention une fois par mois, une fois par an. Et ça commence à se faire. Hein. Ça commence à se faire parce que là, on repart au Sénégal et toute l'équipe avec laquelle on travaille ont déjà initié ce type ouais, d'initiative dans les villages avec des campagnes de dépistage, de soins primaires, etc. Ouais. ouais, c'est plus mobile en fait la dentisterie Ah bah oui, que... parce que c'est plus facile. Ouais, le La matériel stérilisation est petit plus aussi. légère, Ouais. tu as besoin que d'une lampe pour bien éclairer dans la bouche et tu as besoin de soins. Après, bon, pour les soins vraiment canalaires, spécifiques, etc., donc ça c'est quand même, il faut une structure de dentisterie. Mais de plus en plus dans les gros villages ou dans les petits centres hospitaliers, etc., tu as des fauteuils de dentisterie avec tout le bloc de dentisterie classique que tu peux trouver dans les structures correctes, bien sûr. De Ouais. plus en plus, ça se développe, évidemment. Et du coup, avec le dentiste, du coup, Christophe Carré, est-ce qu'il a eu le temps, lui, de former sur place des potentiels dentistes locaux ou... Est-ce qu'il y a eu de la formation qui a été faite un Bah, peu? on fait toujours de la formation, mais lui, le problème de la dentisterie, c'est que c'est très spécifique et il faut avoir des instruments très spécialisés. Donc lui, il a fait toujours de la formation locale avec l'infirmier local. C'est-à-dire que comme on a beaucoup travaillé avec Christophe en brousse, en zone rurale, dans les dispensaires, les cases de santé, le seul interlocuteur qu'on avait, c'était un infirmier local. Un infirmier de case de santé qui sont très autonomes et qui font beaucoup de choses. Il lui a évidemment montré un peu l'anatomie, il lui a montré un peu où se faisaient des anesthésies locales sur les dents, etc. Mais le problème, c'est que le matériel de dentisterie est trop spécialisé. Tu vois, par exemple, pour Ouais. faire des anesthésies locales, ils ont des seringues et des aiguilles spéciales. Pour enlever une dent, ils ont des instruments très, très spéciaux. Il faut vraiment connaître la manipulation. Donc ça, c'est du matériel qu'il ne peut pas donner à chaque Non, bien infirmier, sûr. parce qu'en plus, l'infirmier ne saura pas s'en servir. C'est ça aussi, Donc c'est ouais. inutile. Ouais. Donc il va expliquer beaucoup d'anatomie, il va expliquer beaucoup de pathologie, il va expliquer que dans tel cas, il n'y a pas d'autre solution que d'enlever la dent, etc. Mais il n'y a pas eu vraiment de formation parce qu'il n'y avait pas d'élèves dentistes sur place. Parce que Ouais. nous, je dois dire qu'en zone rurale, on n'a jamais rencontré de dentistes ou d'infirmiers dentistes, jamais. On n'a jamais eu cette Ouais, bien demande. sûr que non. Autant les infirmiers sont très demandeurs de petits gestes de chirurgie, autant quand on va dans des structures un peu plus grosses, on peut avoir des internes de chirurgie ou des chirurgiens locaux généraux qui veulent se former un peu à faire de la chirurgie réparatrice. Donc là, on leur montre tous les gestes. Mais en matière de dentisterie, en brousse, il n'y a personne. Hein. Ouais, c'est Nous, l'infirmier. on n'a jamais rencontré un dentiste qui allait faire du bénévolat ou aller travailler dans les villages. Ouais, c'est l'infirmier local en fait C'est l'infirmier local qui arrache une dent, qui fait tout en fait. qui fait tout. Hein. Ah oui, qui fait tout. Et puis en matière de dentisterie, mais il se débrouille. Hein. Ouais. Ben, avant, tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 siècles, on avait ce qu'on appelait les arracheurs de dents. Les dentistes passaient de village en village, même dans les villages français. Ils passaient de village en village, tu t'asseyais sur la chaise, et puis tu n'avais pas d'anesthésie. Hein. Ils prenaient sa pince, ils t'arrachaient la dent. C'était comme ça il n'y a pas si longtemps que ça en Europe. Hein. Ouais. Le traitement bien était sûr. réduit à l'extraction dentaire. Et est-ce que tu as comme projet futur de refaire ce genre de mission en collaboration avec un dentiste? Ah bien oui, à partir du moment où on fait des missions en zone rurale, on essaye toujours de demander s'il y a des dentistes disponibles, etc. Parce qu'on sait toujours qu'il y a une demande énorme. Je te rappelle que le but principal de ce genre d'action, c'est de répondre à la demande locale. On n'est pas là pour faire de l'expérimentation où, bon, évidemment, on se fait plaisir parce qu'on aime ce qu'on fait. On va offrir ce qu'on sait faire. Donc un plasticien va offrir des interventions de chirurgie réparatrices. Mais on essaie souvent de répondre à la demande. Et la demande en dentisterie, en prévention, en extraction dentaire et en soins bucco-dentaires est énorme.
Donc j'hésite pas dans les missions à venir de chirurgie nomade en zone rurale. C'est toujours, là on va repartir à Madagascar, forcément on se pose la question de demander à un dentiste de venir avec nous, bien sûr, parce que la demande est énorme. Et en fait, la demande, elle est énorme partout. Partout en zone rurale. Dès que tu quittes une ville, un gros village, ou dès que tu vas Ouais. en zone rurale, il n'y a pas de dentiste. Parce que c'est pas rentable pour eux. Ah ouais. Ben non, c'est pas rentable, c'est trop difficile, les conditions sont difficiles, et puis c'est pas du tout rentable. Donc l'extraction dentaire, je sais pas si c'est bien rémunéré ou pas, donc ils ont aucun intérêt à y aller. Et donc il n'y a personne en zone rurale, vraiment, il y a une pénurie de dentistes dans le monde entier. Tous les pays en voie de développement, c'est la même chose. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager notre contenu. Tous les liens sont dans la description. Et à la prochaine pour un autre épisode.